Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Et pour commencer, je vous rappelle notre séminaire d'aujourd'hui qui sera donné par Francesca Ferlaino d'Innsbruck, qui nous parlera de gaz froid en interaction dipolaire. Donc le titre officiel, c'est Dipolar Physics with Ultra-Cold Magnets. Et la semaine prochaine, nous recevrons Jacqueline Bloch du LPN Marcoussis qui, elle, nous parlera de lumière superfluide, fluide quantique de lumière dans des cavités, microcavités à semi-conducteurs. Voilà. Donc, le cours d'aujourd'hui, je l'ai appelé « Se cacher dans l'ombre », dans la suite de cette brève histoire des atomes froids qui nous occupe cette année. Alors, « Se cacher dans l'ombre », ça peut sembler un peu cryptique comme titre. Pour le justifier, je vous rappelle où est-ce qu'on en est dans notre exploration des mécanismes de refroidissement d'atomes par la lumière. Donc, on s'est intéressé jusqu'ici au refroidissement Doppler, donc, que j'ai symbolisé ici, où on met des atomes à l'intersection de faisceaux lumineux. Donc, les atomes sont éclairés par plusieurs paires de faisceaux contre-propageants, une paire selon X, une paire selon Y, une paire selon Z. Et on compte sur l'effet Doppler pour faire en sorte que l'atome absorbe plutôt des photons qui viennent à sa rencontre que des photons qui vont dans le même sens que lui, et donc pour amortir comme ça son mouvement. Je vous rappelle que ce qu'on avait dégagé au cours des deux dernières séances, c'est qu'il y a deux échelles d'énergie, et donc deux échelles de vitesse, pour décrire le problème. La première échelle d'énergie, c'est donnée par la largeur naturelle de l'état excité. On prend un modèle d'atome à deux niveaux, donc un état fondamental de durée de vie infinie et un état excité de durée de vie que je note grand gamma moins 1. Et la largeur naturelle h bar gamma de l'état excité donc, nous donne une première échelle d'énergie. Et j'ai une vitesse associée, si vous préférez raisonner en termes de vitesse, qui est simplement obtenue en disant 1,5 de mv2 égale 1,5 de h bar gamma, donc v0 égale racine de h bar gamma sur m. Deuxième échelle d'énergie, c'est l'énergie de recul. C'est l'énergie cinétique qu'acquiert un atome quand il est initialement au repos et qu'il absorbe ou qu'il émet un seul photon. Donc cette énergie de recul, c'est h bar k au carré, h bar k étant l'impulsion d'un photon, divisé par 2 fois la masse de l'atome. Ou si vous préférez, l'échelle de vitesse associée, c'est h bar k sur m, la vitesse de recul. Donc. Alors, on avait, dans notre étude du refroidissement Doppler, séparé les domaines de ce qu'on appelait les raies larges et des raies étroites. Les raies larges sont les raies pour lesquelles h bar gamma est grand devant ER. Les raies étroites, au contraire, h bar gamma est inférieur ou égal à ER. Et on avait vu que les températures les plus basses, pour un atome de masse m donné, et à une longueur d'onde caractéristique des longueurs d'onde optiques, eh bien, les températures les plus basses étaient obtenues pour des raies étroites, c'est-à-dire quand on prenait la limite de h bar gamma, largeur de l'état excité, plus petite que l'énergie de recul. Et la vitesse à laquelle on arrivait à ce moment-là, c'était la vitesse de recul comme vitesse caractéristique des atomes refroidis. Et on avait terminé le cours de la semaine dernière par ce type de diagramme où on avait regardé le taux de diffusion de photons par un atome, donc en fonction de sa vitesse, dans le cas d'une raie large et dans le cas d'une raie étroite. Alors, ces courbes-là, je les ai obtenues donc, toujours dans mon modèle d'atome à deux niveaux ici. Je me mets à une dimension, donc je prends deux faisceaux, un qui vient de la gauche que je dessine en rouge, un qui vient de la droite que je dessine en bleu. Ces deux faisceaux ont la même intensité, le même désaccord. Et je trace en fonction de la vitesse de l'atome, mesurée en unité de grand gamma sur K, ce que j'avais appelé delta V résonance. Donc si vous voulez, KV, c'est un effet Doppler, gamma, c'est la largeur naturelle. Donc là, je mesure l'effet Doppler en unité de largeur naturelle. Et bien, quand je trace en fonction de cet effet Doppler, ici, KV divisé par gamma, le taux de diffusion de photons, ou si vous préférez la population de l'état excité, les deux sont proportionnels, eh bien, on voit un comportement très différent selon qu'on est en raie large ou en raie étroite. En raie large, ce qu'on voit, c'est que finalement, le taux de diffusion de photons est grand sur une grande plage de vitesse. Tant que l'effet Doppler est d'ordre de gamma, ben, j'ai un gros taux de diffusion. Ce taux de diffusion s'est obtenu en prenant la somme du taux de diffusion de la raie rouge, enfin de la faisceau laser représenté en rouge, donc c'est les pointillés rouges ici, et puis les pointillés en bleu ici. Bien, on obtient quelque chose donc, qui est assez uniforme sur une grande plage de vitesse. En revanche, pour les raies étroites, ce qui conduit aux températures les plus basses, eh bien, on obtient des taux de diffusion de photons qui sont très localisés dans l'espace des vitesses. Ici, je me suis mis pratiquement au désaccord optimum pour obtenir la température la plus basse possible. Et ce qu'on voit, c'est que quand l'atome a une vitesse de l'ordre de moins 2 V recul,
eh bien, donc il a une vitesse qui va vers la gauche, il absorbe surtout des photons dans l'onde rouge, là, donc l'onde qui vient de la droite, l'onde qui vient de la gauche, donc ça va le ramener vers la vitesse nulle. Même chose si l'atome a une vitesse de l'ordre de plus de v recul, à ce moment-là, eh bien, il absorbe des photons dans l'onde bleue, l'onde qui vient de la droite. Mais entre les deux, là où les atomes vont s'accumuler, eh bien, le taux de diffusion est très très faible. Et c'est ça qui va nous servir de point de départ aujourd'hui, c'est ça qui va justifier ce titre, se cacher dans l'ombre, c'est que la leçon qu'on a apprise du cours de la semaine dernière, c'est que finalement, l'idée centrale du refroidissement en raie étroite, c'est d'arriver à mettre les atomes, à les accumuler dans des classes de vitesse autour de la vitesse nulle où ils n'émettent que peu de photons. Finalement, on peut se dire qu'une bonne méthode pour obtenir des températures très basses, c'est de se débrouiller pour que les atomes, quand ils vont vite, ils absorbent la lumière, et puis en revanche, quand ils sont là où on veut, eh bien, ils cessent d'interagir avec les faisceaux d'une manière ou d'une autre, ils restent dans l'ombre. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de tirer parti de cette idée de se cacher dans l'ombre? Comment est-ce qu'on peut faire mieux finalement que simplement compter sur l'effet Doppler sur une raie étroite? C'est ça qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, il y a 3 idées principales dans le cours. La première, c'est donc d'essayer d'explorer comment faire en sorte de produire une ombre qui est de bonne qualité, si je puis dire. Donc on va essayer d'aller au-delà du système à 2 niveaux, et on va introduire un système à 3 niveaux, donc, qui est un système en lambda, donc avec 2 états fondamentaux que j'ai appelés G1 et G2, et puis un état excité. Donc c'est un système en lambda. Ensuite, je vous présenterai 2 mécanismes concrets qui ont été exploités sur le plan expérimental, qui permettent de tirer parti d'états qu'on peut qualifier de véritablement noirs, c'est-à-dire que le taux d'excitation est rigoureusement nul à la vitesse nulle. C'est le piégeage cohérent de population et le refroidissement Raman. Et puis, ce qu'on va voir, c'est que si on veut essayer de décrire ce qui se passe quand on refroidit pendant des longues durées nos atomes avec ce schéma en lambda, eh bien, on va voir qu'on est face à un problème statistique non trivial. Donc, j'aimerais esquisser, je ne vais pas les développer complètement, mais au moins esquisser des raisonnements statistiques qui permettent d'obtenir des lois d'échelle qui caractérisent l'efficacité de ce refroidissement par état noir. Voilà, donc ça c'est le plan pour le cours d'aujourd'hui. Et je vais commencer par faire des rappels, ou donner des éléments pour bien comprendre ce qui se passe donc, quand j'ai un atome à plus que 2 niveaux. Donc le système en lambda dont je vous parle, il est représenté ici, donc 2 états fondamentaux G1 et G2, un état excité E, et j'aimerais, avant de considérer le mouvement de l'atome et donc le refroidissement, essayer de dire le maximum de choses pertinentes sur la dynamique interne d'un système à 3 niveaux comme ça en physique quantique. Et pour commencer, je vais revenir sur le système à 2 niveaux. On a déjà dit beaucoup de choses sur le système à 2 niveaux. On a vu les équations de bloc optique, on a su calculer des populations d'états excités. Mais je voudrais revenir une nouvelle fois sur le système à 2 niveaux pour préparer le terrain ensuite pour passer au système à 3 niveaux. Donc je vais avoir 2 ou 3 diapositives d'abord sur le système à 2 niveaux, et puis ensuite je vous dirai les choses importantes sur ce système en lambda. Alors ce système à 2 niveaux, encore une fois on l'a déjà vu plusieurs fois, mais j'essaie de synthétiser ce qu'il est nécessaire de connaître pour le cours d'aujourd'hui. Donc, j'ai un état fondamental de durée de vie infinie, un état excité de durée de vie grand gamma, enfin, grand gamma moins 1 sur gamma, l'argent naturel grand gamma. Eh bien, une première chose que je voudrais dire, c'est que très souvent en physique, c'est commode, quand on veut faire un calcul assez rapide, de prendre en compte la durée de vie finie de cet état excité en donnant un terme complexe à son énergie. Alors, je m'explique. Ce que je sais, c'est que si j'ai un état excité de durée de vie grand gamma moins 1, eh bien, si je prépare à l'instant t égale 0 mon atome dans l'état excité E, ici, eh bien, la probabilité de le trouver encore dans l'état excité à l'instant t, c'est e puissance moins grand gamma t. Et ce que je prétends, c'est que c'est assez facile de rendre compte de cette décroissance exponentielle, simplement en remplaçant l'énergie de l'état excité par grand E avec une barre au-dessus, qui est simplement l'énergie initiale, moins I h bar gamma sur 2. Donc je donne un terme complexe à l'énergie, qui est un terme donc, avec une partie imaginaire négative, et cette partie imaginaire, c'est simplement proportionnelle à la largeur naturelle de l'état. Alors pourquoi ça? Eh bien c'est tout simple, hein, enfin un moyen simple de se convaincre que c'est bien ça qu'il faut mettre, c'est de se dire que quand on va décrire, à ce moment-là rigoureusement, l'évolution de l'atome préparé dans l'état excité en fonction du temps, à l'instant 0, je vais dire que j'ai mon atome donc, dans l'état excité, à l'instant t, je vais en faisant une théorie à la Wigner-Weisskopf, dire que le vecteur d'état de mon système, c'est l'atome dans l'état excité fois l'amplitude de probabilité pour trouver l'atome dans l'état excité. C'est donc
l'évolution hamiltonienne qui me donne le puissance moins i et sur h bar, fois une puissance moins gamma t sur 2, l'état excité, plus plein d'autres choses. Et dans plein d'autres choses, ici, il y a caché le fait que l'atome peut émettre un photon, voire 2 photons si c'est une transition un peu spéciale. Bon, je ne détaille pas ce qui est ici. Ce qui m'intéresse, c'est simplement la réécriture de cette amplitude de probabilité qui est là. Cette amplitude de probabilité, incidemment, c'est bien ça qui me donne, quand je prends le module carré, c'est bien ça qui me donne le puissance moins gamma t ici. Eh bien, cette amplitude de probabilité ici, c'est clair que je peux la réécrire, et puissance moins i e bar t sur h bar, pourvu que je définisse e bar comme ça. Donc, le message que je voulais dire, c'est donc, quand on veut aller vite, c'est simple de prendre en compte la durée de vie d'un état excité par un terme complexe dans son énergie. Voilà, donc ça, premier point. Maintenant, autre chose que je voulais vous dire sur le système à deux niveaux, c'est un moyen simple de retrouver les taux de transition qu'on a déterminés ensemble à partir de l'équation de bloc optique. Donc, je prends mon atome à deux niveaux, pulsation oméga A, donc l'énergie, la différence d'énergie entre l'état excité et l'état fondamental, c'est h bar oméga A. Je l'éclaire avec un faisceau lumineux de pulsation oméga L, et je cherche donc ce qui arrive à l'atome quand je le soumets donc à ce laser oméga L. Je caractérise la force du couplage entre le laser et l'atome par la fréquence de Rabi kappa. Un moyen simple pour étudier ça, c'est de faire soit ce passage dans le référentiel tournant dont j'ai déjà parlé, soit se placer dans le point de vue de l'atome habillé, c'est ce que j'ai écrit ici. Les deux sont complètement équivalents. Donc dans le point de vue de l'atome habillé, ce que je vais dire, c'est que je vais regarder combien il y a de photons dans le mode laser, ce laser bleu là que j'ai représenté, et je vais dire que l'atome dans l'état excité en présence de n photons est presque dégénéré, si mon laser est presque résonant avec l'atome, bien cet état-là est presque dégénéré avec l'atome dans l'état fondamental G en présence de n plus 1 photon. L'écart d'énergie ici, c'est simplement le désaccord delta entre la pulsation du laser oméga L et la pulsation atomique oméga A. Et si je cherche donc à caractériser l'évolution de mon atome quand il est préparé dans cet sous-espace de dimension 2, là, eh bien, ce que je vais faire, en utilisant ce que je viens de vous dire comme prescription pour prendre en compte la durée de vie de l'état excité grand E, ou sa largeur naturelle ici, eh bien, c'est que je vais prendre une matrice 2 par 2, mais dans cette matrice 2 par 2, donc, que j'écris dans la base GE, je vais prendre ma référence d'énergie sur l'état Gn plus 1, donc j'affecte l'énergie 0 à l'état Gn plus 1, et j'affecte une énergie complexe, avec ce moins i h bar gamma sur 2 dont je viens de vous parler, à l'état excité, ici. Et il est décalé donc de la quantité grand delta, enfin h bar delta, qui est l'écart ici à résonance. Et puis sur les termes en dehors de la diagonale, eh bien, je mets donc la pulsation de Rabi kappa sur 2 qui me couple Gn plus 1 à En par absorption d'un photon et En à Gn plus 1 par émission stimulée d'un photon. Donc je mets kappa et kappa étoile avec un facteur 2 en dehors de la diagonale. Voilà. Eh bien, ce que je prétends, c'est que cette matrice-là me décrit pratiquement tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que si je regarde ces valeurs propres, eh bien, j'obtiens tout ce qui m'intéresse quand il s'agit de caractériser le couplage de cet atome à deux niveaux à la lumière. Si je regarde ces valeurs propres, qu'est-ce que je trouve ? Déjà, si je ne mets pas de lumière, donc si je prends kappa égale 0, si l'intensité lumineuse vaut 0, à ce moment-là, il est clair que j'ai une matrice qui est diagonale, avec une énergie 0, c'est l'énergie de l'état fondamental. Je vous ai dit que je mettais par convention la référence d'énergie ici. Et puis, l'énergie de l'état excité, qui est ce moins h bar delta plus i gamma sur 2, c'est la prescription qu'on a donnée tout à l'heure. Si maintenant je prends kappa non nul, quelles sont les nouvelles valeurs propres de cette matrice ? Alors, je ne vais pas faire la diagonalisation exacte. Je vais me limiter au terme d'ordre le plus bas en kappa. Donc, je vais supposer la fréquence de Rabi kappa petite devant la largeur naturelle ou devant le désaccord, au moins un des deux. Alors, à ce moment-là, c'est assez simple. J'ai une matrice dont le déterminant vaut h bar kappa sur 2 au carré. Donc, le produit des valeurs propres doit valoir h bar kappa sur 2 au carré. Si je dis que la grande valeur propre qui est là n'est pratiquement pas modifiée, enfin à l'ordre le plus bas, donc il reste ce moins h bar delta plus i gamma sur 2, plus des termes d'ordre kappa carré. Donc l'autre valeur propre, elle, puisque je connais son produit, eh bien, ça doit être h bar kappa carré sur 4 divisé par delta plus i gamma sur 2, pour que le produit des deux fasse bien le h bar kappa sur 2 au carré. Donc ça me donne la valeur propre associée à l'état habillé G, c'est-à-dire que ce que je trouve, c'est que quand je branche le couplage, quand je prends un kappa non nul, eh bien, au lieu d'avoir une énergie nulle pour l'état excité, pour l'état fondamental G bar, j'ai un état fondamental G habillé par le laser, et cet état a ça pour énergie.
Et je vois qu'il a donc une énergie qui n'est pas une énergie réelle, c'est une énergie complexe, puisqu'il a ce plus I gamma sur 2 dénominateur. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Eh bien, on retrouve, comme je le disais, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, pour le dessiner, donc, simplement, ce que je vous dis, c'est que quand je coupe GAE, l'état G acquiert une largeur. Son énergie complexe s'écrit donc comme ceci. Cette énergie complexe a donc une partie réelle que j'écris delta EG, une partie imaginaire que j'écris moins I h bar gamma sur 2. Et il y a une interprétation physique simple, à la fois à cette partie réelle et à cette partie imaginaire. La partie réelle, c'est le déplacement de l'état fondamental induit par la lumière. Donc, il faut simplement trouver la partie réelle de ça. Donc, il faut multiplier par la quantité complexe conjuguée du dénominateur. Et quand on fait ça, eh bien, on fait apparaître le paramètre de saturation qu'on a déjà rencontré, la fréquence de Rabi au carré divisée par 2 avec au dénominateur delta 2 plus gamma 2 sur 4. Et la partie réelle, donc delta EG, c'est ce paramètre de saturation petit s fois h bar delta sur 2. Ça, ce n'est rien d'autre que le potentiel dipolaire qui sert à piéger des atomes. C'est celui qu'on avait rencontré dans les cours des années précédentes. C'est encore celui qu'on a rencontré la semaine dernière quand on a parlé de pinces optiques. Voilà, donc ce déplacement lumineux-là, ça joue le rôle d'un potentiel qui va piéger des atomes. Quant à la partie imaginaire, le moins I h bar gamma sur 2 qui est là, eh bien, ça nous dit que l'état fondamental G bar habillé par la lumière n'est pas vraiment stable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas stable? Ça veut dire que si je prépare l'atome dans l'état G bar, il ne va pas y rester indéfiniment, il va pouvoir diffuser des photons, absorber des photons lumineux et puis les réémettre. Et le gamma, petit gamma qui apparaît ici, eh bien, ce n'est rien d'autre que le taux de diffusion de photons qu'on avait trouvé par les équations de bloc optique. Je peux l'écrire sous la forme, donc, ce coefficient, quand je fais le calcul, quand je calcule la partie imaginaire de ça, grand gamma sur 2 fois le paramètre de saturation. Donc, je retrouve le résultat qu'on avait obtenu ensemble il y a 2 ou 3 semaines. Mais je le retrouve de manière beaucoup plus économique, là. Simplement, c'est valable seulement dans la limite des petits paramètres de saturation, c'est-à-dire qu'il faut que kappa soit petit devant soit delta, soit grand gamma. Alors, un cas particulier intéressant, qui nous donne encore une autre interprétation possible pour ce résultat-là. C'est toujours bien d'avoir plusieurs interprétations pour un même résultat, comme ça on peut sortir celle qui nous intéresse face à un problème donné. Eh bien, si je me mets à résonance, si je prends grand delta égale 0 dans cette formule-ci, donc petit s à ce moment-là, simplement kappa carré sur 2 divisé par gamma 2 sur 4, donc si vous préférez, c'est 2 kappa carré sur gamma 2, eh bien, quand vous reportez cette valeur-là de petit s dans cette équation-ci, vous trouvez que petit gamma, donc la largeur naturelle de l'état fondamental habillé par la lumière, c'est simplement module de kappa carré divisé par grand gamma. Et ça s'interprète très simplement. Ce n'est rien d'autre que la règle d'or de Fermi. J'ai mon état fondamental, donc, qui a priori est un état stable. Cet état fondamental est couplé à un continuum d'énergie. Ce continuum d'énergie, c'est simplement le niveau excité qui a une certaine largeur. Donc, c'est ça mon continuum en l'occurrence. Et donc, j'obtiens une durée de vie pour cet état fondamental qui est, comme toujours dans la règle d'or de Fermi, le module au carré de l'élément de matrice du couplage fois la densité d'état final. Le module au carré du coefficient de couplage, c'est kappa en module au carré. La densité d'état final, eh bien, c'est que j'ai un état, l'état excité, dans une largeur d'énergie grand gamma. Donc la densité d'état final, c'est 1 sur gamma. Et j'obtiens donc comme ça la valeur du taux de diffusion de photons par l'atome quand il est éclairé par la lumière. Donc voilà encore une autre manière de retrouver ce petit gamma. Bien. Donc c'était ça que je voulais vous dire sur l'atome à 2 niveaux, parce que comme je n'ai pas envie de faire tous les calculs pour l'atome à 3 niveaux, j'avais besoin de baliser un petit peu une manière assez simple de trouver des choses quantitatives ou semi-quantitatives sans trop de douleur. Voilà, donc maintenant, venons-en à notre système en lambda. Donc le système en lambda, je vous le représente ici, 2 états fondamentaux, G1 et G2, 2 durées de vie infinies, l'état excité grand E qui aura une largeur naturelle grand gamma, durée de vie grand gamma moins 1, et je couple cet état par 2 faisceaux lumineux que je suppose monochromatiques, donc un faisceau bleu qui va piloter la transition G1E, un faisceau que je représente en rouge qui va piloter la transition G2E. Et chacun de ces faisceaux, la force du couplage de ces faisceaux avec l'atome est caractérisée par une pulsation de Rabi, kappa 1 pour le faisceau 1, kappa 2 pour le faisceau 2. Donc, si je crie le couplage atome-laser, eh bien, ce couplage atome-laser va s'écrire comme une somme de 4 termes, enfin 2 termes plus l'hermétique conjuguée. Donc, premier terme, c'est ce qui m'envoie l'atome de l'état G1 vers l'état excité avec l'amplitude de probabilité h bar kappa 1 sur 2.
Là, je prends l'atome de l'état G2 et je l'envoie sur l'état excité avec l'amplitude de probabilité H bar kappa 2 sur 2. Et puis j'ai les termes hermétiques conjugués qui font descendre l'atome de l'état E vers G1 et vers G2. Bien. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte dans ce couplage dans un système en lambda. Il y a donc l'effet de ce couplage kappa 1 kappa 2. Il y a l'effet des désaccords éventuels des faisceaux bleus et rouges. Et puis il y a les termes d'émission spontanée. Donc je vous propose de passer en revue successivement ces trois choses. D'abord, le couplage cohérent kappa 1, kappa 2, ensuite le désaccord, ce sera la diapositive d'après, et puis encore après, l'émission spontanée. Donc déjà, prenons en compte le couplage kappa 1 et kappa 2. Quand vous regardez ça, eh bien, vous voyez tout de suite que ce que je suis en train de faire avec ce couplage atome-laser, là, je suis en train de prendre un espace de dimension 2, qui est l'espace donc, associé au niveau fondamental, G1 et G2, et je suis en train de prendre cet espace de dimension 2 et de l'envoyer sur un espace de dimension 1, qui est l'état excité, ici. Donc, quand on a fait un peu de maths et d'algèbre linéaire, on sait bien que si je prends un espace de départ qui a une certaine dimension et que j'essaie d'envoyer cet espace qui a une certaine dimension sur un espace de dimension plus petit, il y a forcément des états dans l'espace de départ pour lesquels l'application va donner 0. En d'autres termes, le rang de la matrice qui va d'un espace de grande dimension vers un espace de petite dimension, le rang de la matrice, eh bien, il ne peut pas dépasser la valeur de la petite dimension. Et là, c'est bien ça qui se passe, c'est-à-dire que ça c'est un terme mathématique, mais en termes physiques, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une combinaison linéaire de G1 et de G2, que j'ai écrite ici, kappa 2G1 moins kappa 1G2, qui, quand je vais faire agir le couplage atome-laser qui est écrit là-dessus, va donner 0. Et ça, c'est assez facile de le voir. Si vous prenez cet état psi que j'appelle NC pour non couplé, si je fais agir VAL dessus, eh bien, quand VAL va agir sur G1 ici, ça va être ce terme-là qui va contribuer. Je vais essayer de l'envoyer ce G1 vers E avec l'amplitude de probabilité kappa 1, mais je multiplie ce kappa 1 par le kappa 2 que j'ai là. Je sors donc un H bar kappa 1 kappa 2 divisé par 2. Et puis, quand je prends maintenant l'action de VL laser sur ce moins kappa 1 G2, à ce moment-là, c'est ce terme-là qui va contribuer, puisque je dois partir de G2 et aller vers E. Donc je vais finir là encore dans E, avec une amplitude de probabilité H bar kappa 2 sur 2, que vient multiplier moins kappa 1. Et donc j'ai kappa 1 kappa 2 moins kappa 1 kappa 2, les deux termes se soustraient, et je trouve donc 0. En d'autres termes encore, peut-être encore plus physique, eh bien, ce qui se passe, c'est que j'ai une interférence destructive dans l'amplitude de probabilité pour passer de cet état non couplé à l'état excité. L'amplitude qui fait passer de G à E interfère destructivement avec l'amplitude qui fait passer de G2 à E à cause du signe- que j'ai mis là. Voilà, donc on identifie dans un système en lambda comme ça un état, donc cet état non couplé, sur lequel le couplage atome-laser n'agit pas, si vous voulez. L'atome, quand il est préparé là-dedans et que je fais agir VAL dessus, eh bien l'atome reste dans cet état non couplé. Alors, il va être commode dans la suite d'introduire l'état que je vais qualifier de couplé, qui est l'état en fait orthogonal à l'état non couplé dans le sous-espace de dimension 2 G1 G2, donc c'est l'état kappa 1 étoile G1 plus kappa 2 G étoile G2. En fait, tous les états qui ne sont pas psi NC sont couplés, mais celui-ci, c'est celui qui est couplé de manière maximale, et comme il est orthogonal à psi NC, psi C, psi NC forment une bonne base pour travailler. Bien, donc ça, c'est ce qui se passe quand je regarde simplement au niveau des pulsations de Rabi kappa 1 et kappa 2. Deuxième chose à prendre en compte, c'est le fait que mes lasers ne sont pas forcément résonnants avec l'atome. Donc le faisceau bleu peut avoir un désaccord delta 1 par rapport à l'état excité, le faisceau rouge peut avoir un désaccord delta 2 par rapport à l'état excité, et je vois que j'ai donc deux types de résonances qui peuvent se produire dans un système comme ça. Premier type de résonance, c'est ce que je vais appeler des résonances à un photon. Je peux choisir delta 1 égale 0, à ce moment-là le faisceau bleu est résonnant avec la transition G1E, je peux choisir delta 2 égale 0, à ce moment-là le faisceau rouge est résonnant avec la transition G2E. Et puis, indépendamment de ces résonances à un photon, j'ai une résonance à deux photons, ce qu'on appelle également la résonance Raman, c'est-à-dire que je peux prendre delta 1 non nul, je peux prendre delta 2 non nul, mais je peux me débrouiller pour que delta 1 soit égal à delta 2, et à ce moment-là, eh bien, je peux passer de manière résonante de G1 à G2 en absorbant un photon bleu et en émettant un photon rouge, ou le contraire, passer de G2 à G1 en absorbant un photon rouge et en émettant un photon bleu. Et j'ai une conservation de l'énergie parfaite quand je fais cette transition Raman de G1 à G2, si la condition de résonance Raman, delta 1 moins delta 2 égale 0, est satisfaite. Donc, indépendamment de la résonance à un photon, j'ai cette résonance à deux photons qui va jouer un rôle important.
Alors, si on essaie de regarder ce qui arrive à mon état non couplé, que j'ai introduit à la diapositive précédente, quand les désaccords delta 1 et delta 2 ne sont pas nécessairement nuls, eh bien là, le plus simple, c'est encore d'écrire la matrice 3 par 3 de l'hamiltonien dans la base G1, G2, E. Donc cet hamiltonien, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est jamais agréable de regarder une matrice 3 par 3 comme ça au débeauté, mais il n'est pas très compliqué, cet hamiltonien. Qu'est-ce que je vois? Donc je suis dans la base G1 pour la première colonne, G2 pour la deuxième colonne, E pour l'état excité pour la troisième colonne. Donc j'ai les fréquences de Rabi kappa 1 et kappa 2 qui apparaissent ici. Donc ce kappa 1 là, par exemple, me coupe G1 à l'état excité, ce kappa 2 me coupe G2 à l'état excité, puis les complexes conjugués qui sont ici. Et puis sur la diagonale, eh bien, je vois apparaître les désaccords. Donc le désaccord entre G1 et G2, eh bien, c'est précisément la résonance Raman, c'est ce grand delta égale delta 1 moins delta 2. Si je prends la résonance, si je mets la résonance Raman, si je dis que delta 1 égale delta 2, eh bien, les états G1 et G2 apparaîtront avec la même énergie ici, à savoir 0, parce que c'est ce que j'ai pris comme convention d'énergie, comme tout à l'heure. Et puis l'état excité, lui, au contraire, apparaît avec un désaccord qui est simplement la somme de delta 1 plus delta 2. Donc à la résonance Raman, si je prends delta 1 égale delta 2, eh bien ici j'ai une matrice bloc ici qui vaut que des zéros, et puis tous les termes non nuls sont dans les couplages avec l'état excité. Et maintenant, si vous vous dites, eh bien, qu'est-ce qui arrive à mon état non couplé que j'ai introduit tout à l'heure, ce kappa 2G1 moins kappa 1G2, eh bien vous trouvez que cet état est état propre de cet hamiltonien, toujours avec la valeur propre 0, même si delta 1 et delta 2 sont non nuls, puisque comme cet état-là, il n'a de composantes que sur les deux premiers vecteurs-là, je me fiche de savoir ce que vaut delta 1 plus delta 2. L'état non couplé reste état propre de l'hamiltonien, même quand je me mets à des désaccords à un photon non nul. Ce qui compte, c'est que le désaccord à deux photons, que le désaccord Raman, lui, soit nul. Donc si je suis à la résonance Raman, eh bien, mon état non couplé est état propre de l'hamiltonien complet. L'hamiltonien qui prend en compte les pulsations de Rabi, et puis la partie qui prend en compte les désaccords. Voilà. Donc, on a un état qui est sympathique. C'est un état qui va être bien stable par rapport à toute l'évolution hamiltonienne. Qu'en est-il de l'émission spontanée maintenant? Alors, pour prendre en compte l'émission spontanée, là c'est encore un petit peu plus compliqué. Si on veut le faire rigoureusement, comme je l'avais fait pour l'atome à deux niveaux, il faut passer par le formalisme des équations de bloc optique. C'est-à-dire qu'il faut introduire l'opérateur densité ou la matrice densité ρ de mon système à trois niveaux. C'est donc une matrice 3 par 3. J'ai 9 composantes pour cet opérateur densité. Et je dois établir l'équation d'évolution de ces 9 composantes. Alors, c'est rien de bien sorcier, mais c'est simplement un petit peu long à écrire. Donc, à quoi ça ressemble? Je ne vais pas les écrire toutes, mais je vais juste vous décrire de manière formelle à quoi elles ressemblent. Donc, l'évolution de cette matrice densité, donc matrice 3 par 3, c'est le commutateur avec l'hamiltonien que je vous ai introduit aux diapositives précédentes, et puis le terme d'émission spontanée, qui me décrit le fait que quand je mets l'atome dans l'état excité, il peut tomber sur l'état G1 en émettant un photon avec un taux gamma 1, ou tomber sur l'état G2 en émettant un autre photon avec un taux gamma 2. Donc on a ces 9 équations différentielles couplées. Et ce que je prétends, eh bien, c'est que l'état non couplé est encore stationnaire vis-à-vis de cette émission spontanée. Et donc la manière rigoureuse de le dire, c'est que si je prends la matrice densité ρ chapeau NC, qui est simplement formée par le ket bras psi NC, psi NC, eh bien, quand j'injecte cette matrice densité là-dedans, je trouve 0. Pourquoi? Eh bien, parce que les deux termes, le terme d'évolution hamiltonienne qui est là et le terme dû à l'émission spontanée qui est là, sont tous les deux nuls. Que le premier terme soit nul, eh bien, c'est naturel. On vient d'établir que psi NC était état propre de l'hamiltonien, si je me mets à la résonance Raman delta 1 égale delta 2. Donc, puisque psi NC est état propre de l'hamiltonien, cet opérateur densité psi NC va commuter avec l'hamiltonien, donc ça va donner 0. Et par ailleurs, les termes d'émission spontanée qui sont dans le deuxième membre ici, eh bien, eux, ils me décrivent comment un atome préparé à l'état excité évolue par émission spontanée. Mais comme là, j'ai la chance d'avoir produit avec psi NC un état qui porte uniquement sur l'état fondamental, uniquement sur G1 et sur G2, eh bien, cet état n'est pas affecté par l'émission spontanée. Donc l'état psi NC n'évolue pas sous l'effet de l'émission spontanée. Donc on a vraiment ici un état qui est robuste. Cet état psi NC est vraiment un état robuste. C'est un état qui n'évolue pas du tout si je suis à la résonance Raman, ni sous l'effet de l'évolution hamiltonienne, ni sous l'effet du couplage incohérent lié à l'émission spontanée. Voilà, donc ça va être notre outil pour toute la suite. Alors, je termine ce premier paragraphe par
quelques illustrations où on fait des calculs plus explicites. Donc là, il faut résoudre ces équations 9 par 9, enfin, ce système de 9 équations couplées de l'opérateur densité, pour voir à quoi ressemble donc effectivement l'état noir, comment il apparaît quand on calcule des quantités physiques. Donc ici, j'ai pris mon système en lambda, j'ai supposé que le laser rouge ici était mis à résonance, donc delta 2 égale 0. Je vais balayer la fréquence du laser bleu, donc je fais varier ici delta 1, je le trace en unité de largeur naturelle gamma de l'état excité. Je suis dans le cas où gamma 1 égale gamma 2, c'est-à-dire le taux de décroissance de l'état excité vers 1 et vers 2, ces taux gamma 1 et gamma 2 sont égaux, donc égaux à grand gamma sur 2. Donc quand il est dans l'état excité, l'atome décroît avec une probabilité 1,5 vers G1, 1,5 vers G2. C'est juste pour simplifier les calculs. J'ai pris des pulsations de Rabi kappa1 et kappa2 égales, là encore à la largeur naturelle grand gamma, et je trace ici la population de l'état excité en fonction du désaccord delta 1. Donc je rappelle, j'ai pris delta 2 égale 0. Donc la résonance Raman, qui se produit pour delta 1 égale delta 2, va donc se produire quand delta 1 sera également nul. Et ce qu'on trouve correspond exactement à ce que j'annonçais. C'est-à-dire que je trouve d'abord que quand delta 1 est non nul, eh bien, j'ai une certaine population d'état excité. Cette courbe-ci, si j'oublie le trou au centre pour l'instant, ça a l'air de reproduire une brave lorentzienne, comme on est habitué sur l'atome à 2 niveaux. Mais le fait que j'ai un atome à 3 niveaux, eh bien, ça se manifeste par un trou ici, un trou qui est parfait, hein, c'est-à-dire que la population d'état excité s'annule rigoureusement quand je prends delta 1 égale 0, c'est-à-dire quand je prends delta 1 égale à delta 2, quand je mets à la résonance Raman. Donc ça c'est exactement l'état noir, c'est-à-dire que dans l'état stationnaire ici, qui se produit pour delta 1 égale 0, delta 2 égale 0, eh bien, je n'ai aucune population d'état excité, mes atomes s'accumulent dans l'état non couplé, kappa 2 G1 moins kappa 1 G2. Alors ça, je l'ai fait pour delta 2 égale 0, je peux le faire pour delta 2 non nul. Si je prends delta 2 égale, pour fixer les idées, 2 gamma ici, et si je refais le même calcul, je rebalaye de nouveau la valeur du désaccord delta 1, eh bien là encore, je trouve une brave railerie de résonance comme pour un système à 2 niveaux habituel, sauf qu'au voisinage de la résonance Raman, j'ai de nouveau ce trou de population d'état excité, cette annulation complète de la population d'état excité, donc si vous préférez, cette annulation complète du taux de diffusion de photons par l'atome. L'atome devient noir, même s'il est éclairé par deux faisceaux laser, il va être noir, hein, puisqu'il n'y a pas de population d'état excité, l'atome ne va pas émettre de photons. Et ce trou se produit bien quand delta 1 est égal à delta 2, donc encore une fois, la résonance Raman attendue. Voilà. Et le trou est toujours parfait, et il sera parfait quelle que soit la valeur que je prendrai pour delta 2. Quand delta 1 sera égal à delta 2, j'aurai une population d'état excité nulle, aucune émission de photons par l'atome. Alors, j'ai détaillé dans les notes d'autres situations qui nous serviront pour la suite quand les fréquences de Rabi sont très différentes l'une de l'autre, quand kappa 1 est très petit devant kappa 2. Je ne vais pas les décrire ici, je reviendrai dessus quand on en aura besoin, ce sera soit dans la semaine prochaine, soit dans le cours de la semaine suivante. Donc, je passe sous silence les deux derniers graphes que vous avez dans les notes écrites. Ça reviendra un petit peu plus tard. Alors, un mot avant d'exploiter ça pour refroidir les atomes, c'est que se passe-t-il quand on va au-delà du système en lambda? Est-ce que ces états noirs sont propres au système à G1, G2 avec un état excité, ou est-ce qu'on les rencontre pour d'autres transitions atomiques? Eh bien, la bonne réponse, c'est la deuxième. On peut trouver des états noirs dans beaucoup de configurations de transitions atomiques. En particulier, si vous vous rappelez ce par quoi j'ai commencé, à savoir comparer les dimensions de l'espace associé à l'état fondamental et la dimension de l'espace associé à l'état excité, eh bien, vous pouvez pressentir que dès que je prendrai une transition entre deux niveaux atomiques repérés par leur moment cinétique, donc JG pour le moment cinétique de l'état fondamental, JE pour le moment cinétique de l'état excité, eh bien, dès que je prendrai un moment cinétique de l'état fondamental plus grand que le moment cinétique de l'état excité, eh bien, j'aurai plus de sous-niveaux Zeeman dans l'état fondamental que dans l'état excité. Le nombre de sous-niveaux Zeeman, je vous rappelle, c'est 2J plus 1. Hein. C'est le nombre quantique petit m va de moins J à plus J par unité en champ de 1. Donc, dès que je prendrai JG plus grand que JE, eh bien, j'aurai plus d'états fondamentaux que d'états excités, et forcément, j'aurai des états noirs. C'est-à-dire qu'il y a des états dans ma multiplicité fondamentale qui, quand je ferai agir le couplage atome-laser dessus, me donneront 0. Parce que, simplement en termes de rang de matrice,
il ne peut pas en être autrement. Si maintenant vous allez prendre des transitions laser où le moment cinétique de l'état fondamental est égal au moment cinétique de l'état excité, à ce moment-là, c'est moins évident de conclure, puisque j'ai l'espace de départ à dimension 2jg plus 1, l'espace d'arrivée à dimension 2je plus 1, ces deux dimensions sont égales. Donc là, ce n'est pas clair de savoir s'il y a un état noir ou pas. La réponse, c'est que ça dépend du caractère entier ou demi-entier de Jg. Si Jg est demi-entier, en général, il n'y a pas d'état noir. Si J est entier, il y a toujours un état noir. Et je donne un exemple ici sur une transition Jg égale 1, Je égale 1. Donc, je prends une transition qu'on va retrouver tout à l'heure, où j'ai 3 sous-niveaux Zeeman pour l'état fondamental, m égale moins 1, 0, plus 1. 3 sous-niveaux Zeeman pour l'état excité, moins 1, 0, plus 1, pareil. Et je vous donne 2 exemples d'excitation lumineuse pour lesquels à chaque fois j'ai un état noir. C'est une lumière polarisée circulairement et une lumière polarisée linéairement. Si ma lumière est polarisée circulairement, donc disons sigma plus, eh bien, chaque photon transfère une unité de moment cinétique à l'atome. Donc si je suis dans l'état m égale moins 1 dans l'état fondamental, je vais être couplé à l'état excité m égale 0. Si je suis dans m égale 0, je suis couplé à m égale plus 1. Si je suis dans l'état m égale plus 1, eh bien, j'aimerais me coupler à m égale plus 2, mais il n'existe pas. Donc ça, c'est un état noir. C'est-à-dire que les atomes qui sont ici ne vont pas être couplés à la lumière, et les atomes vont s'accumuler ici et ne vont plus émettre de lumière. C'est un processus de pompage optique traditionnel. Si je prends une polarisation linéaire maintenant, toujours sur cette transition 1,1, il y a toujours un état noir, là encore. Si je prends comme axe de quantification l'axe de polarisation de la lumière, donc à ce moment-là, les photons ne transmettent pas de moment cinétique à l'atome. Donc je vais envoyer l'état plus 1 ici, l'état moins 1 ici sur l'état moins 1 là-haut, l'état 0 sur l'état 0, l'état plus 1 sur l'état plus 1. Et il se trouve que l'élément de matrice, le coefficient de Clebsch-Gordan qui relie l'état 0 à l'état 0, dans une transition 1,1 comme ça, il est toujours nul. Donc j'aimerais prendre ces atomes-là et les envoyer là-haut, mais il n'y a pas de force d'oscillateur associée à ça. Donc les atomes vont s'accumuler à ce moment-là dans l'état m égale 0. Et plus généralement, quand vous prenez comme ça une transition Jg égale 1, Je égale 1, eh bien, quelle que soit la polarisation de la lumière, circulaire, elliptique, linéaire, vous trouvez toujours une combinaison linéaire des 3 états fondamentaux qui n'est pas couplée à la lumière. Encore une fois, ce n'était pas évident a priori, puisque cet espace-là à dimension 3 et cet espace-là à dimension 3, mais ça résulte des propriétés des coefficients de Clebsch-Gordan de cette transition. Donc, voilà, les états noirs vont bien au-delà du système en lambda. Hein. Vous pouvez trouver des états noirs pour des transitions atomiques beaucoup plus riches, avec beaucoup plus d'états que ce simple système à 3 niveaux qu'on a regardé jusqu'à maintenant. Bien. Eh bien, maintenant qu'on a bien posé les choses sur le plan de la dynamique interne, regardons maintenant ce qui se passe sur le plan de la dynamique externe, donc le refroidissement par état noir. Alors, je vous propose de commencer par une image simple et puis ensuite de passer à des choses plus élaborées. Donc, je vais prendre un mouvement à une dimension, je vais prendre des atomes qui bougent le long d'un axe horizontal, et je vais revenir à mon système en lambda, puisqu'il suffit largement pour ce qu'on va faire dans les diapositives qui vont suivre. Et je suppose que j'éclaire ce système en lambda, donc avec 2 faisceaux lumineux, l'un qui vient de la droite et qui va vers la gauche, qui pilote la transition de G1 vers E, et l'autre qui vient de la gauche et qui va vers la droite, et qui pilote la transition G de E. Donc celui-ci transfère une impulsion moins h bar k, celui-là une impulsion plus h bar k. Et si je regarde le désaccord delta 1 et delta 2 associés à chacun de ces faisceaux, en prenant en compte l'effet Doppler, j'ai donc delta 1 de V qui est delta 1 de 0 plus kV. Si j'ai une vitesse positive, les atomes vont à la rencontre de ce faisceau-là, donc le faisceau est vu avec une pulsation plus élevée, donc plus kV, et delta 2 vaut au contraire moins kV. Et donc, si je choisis par convention la résonance Raman delta 1 pour la vitesse nulle égale delta 2 pour la vitesse nulle, eh bien, donc résonance Raman pour la vitesse nulle, cette résonance Raman ne va se produire donc que pour la vitesse nulle, puisque sinon, quand je prends une vitesse non nulle, je n'aurai pas delta 1 de V égale delta 2 de V. Si je prends delta 1 de 0 égale delta 2 de 0. Et donc, ce que j'attends, si je reprends simplement le graphe que je vous ai donné tout à l'heure, c'est que si je trace la population de l'état excité en fonction de la vitesse de mon atome, c'est exactement le même graphe, simplement je remplace tout à l'heure, je traçais en fonction de delta 1, mais maintenant je trace en fonction de la vitesse, mais c'est pareil, puisque la vitesse est un moyen de paramétrer le désaccord vu par mon atome. Eh bien, ce que je veux obtenir, c'est une population d'état excité qui aura une courbe de résonance large lorentzienne à laquelle vient se superposer ce trou correspondant
à l'apparition d'un état noir qui est sélectif en vitesse, donc qui va se produire pour la vitesse nulle, ici, quand je ferai apparaître donc, cette superposition non couplée de G1 et de G2. Et donc l'image qu'on va chercher à exploiter dans ce qui va suivre, eh bien, c'est une image d'un mouvement brownien où l'atome va bouger donc, selon cette dimension ici. Il va passer son temps à absorber des photons laser, faire des émissions spontanées, donc quand il est ici ou quand il est là, quand sa vitesse est à droite ou à gauche. Mais quand sa vitesse arrive au voisinage de la vitesse nulle, à ce moment-là, eh bien, il est pratiquement dans l'état noir, il cesse d'absorber des photons, et donc je peux espérer avoir une accumulation d'atomes dans les classes de vitesse au voisinage de V égale 0. Et c'est cette idée-là, cette idée qualitative, qu'on va chercher à approfondir dans tout ce qui va suivre. C'est cette idée d'un mouvement brownien qui, a priori, n'a pas de friction à ce stade, mais simplement un ralentissement de la diffusion au voisinage de V égale 0. Et vous allez voir que les modèles mathématiques qu'on est amené à mettre en jeu pour décrire ce type de processus aléatoire, ce type de trajectoire stochastique, eh bien, ce n'est pas du tout évident. Donc, à ce stade, j'ai plusieurs questions ouvertes que j'aimerais passer en revue dans ce qui va venir. Première question, c'est comment varie la taille du trou d'excitation en V égale 0 ? Je vous l'ai tracé là à plusieurs reprises, ce type de graphe. Comment est-ce que ça varie avec la vitesse? Est-ce que c'est en V carré, en V4? Comment ça varie avec la puissance du laser? Donc ça, c'est le premier type de question que j'aimerais qu'on aborde maintenant. Deuxième type de question, c'est, là, pour l'instant, je vous ai fait un raisonnement semi-classique. J'ai parlé de la vitesse de l'atome V dans mon raisonnement de la diapositive précédente. Mais si je cherche à faire des refroidissements assez appuyés, c'est-à-dire descendre à des vitesses de l'ordre de la vitesse de recul, je ne peux pas me contenter de parler de la vitesse de l'atome froidement, comme ça. Il faut que je dise que je corrèle la vitesse de l'atome à l'état interne occupé par l'atome, la vitesse quand il est dans l'état G1 ou la vitesse quand il est dans l'état excité. Il faut que je sois précis avec ça. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'il va falloir qu'on fasse. Et puis la troisième chose, c'est que là, tel que je vous l'ai décrit, je vous ai parlé de marche au hasard sans la moindre friction. Je vous ai dit que l'atome tombait autour de V égale 0, tombait dans ce trou ici en vitesse par chance, simplement parce qu'il y arrivait à un moment dans sa marche brownienne. On sait que le mouvement brownien, ce n'est pas du tout la même chose à 1D, 2D, 3D. Si à 1D, il y a des bonnes probabilités de retour vers l'équilibre, à 2D ou à 3D, c'est beaucoup moins évident. Donc, quelles sont les lois d'échelle quand on passe de 1D à 3D pour cette accumulation de l'atome dans la zone sombre? Quelle est l'influence de la dimension de l'espace? Voilà trois choses que j'aimerais qu'on regarde maintenant. Alors, première chose, c'est la taille du trou d'excitation. Donc, je me mets à la résonance Raman, ici. Donc je prends des désaccords nuls pour simplifier. Je prends la même fréquence de Rabi pour le laser bleu et le laser rouge, laser pilotant G1E et laser pilotant G2E. À ce moment-là, les états couplés et non couplés sont très simples. L'état couplé, c'est simplement la superposition de G1 plus G2 symétrique, et l'état non couplé, simplement G1 moins G2, donc superposition antisymétrique. Et pour trouver donc la forme du trou d'excitation, ici, la manière dont l'atome diffuse des photons quand il n'est pas rigoureusement à vitesse nulle, quand il s'écarte un petit peu, c'est ça qui m'intéresse, eh bien, je vous propose d'utiliser les arguments que j'avais mis en place tout au début de ce cours, avec des largeurs, des parties imaginaires affectées aux énergies des états instables. Donc, on a en fait une hiérarchie de trois états en cascade, dans ce qui nous intéresse ici. Premier état, l'état le plus large, c'est l'état excité. C'est lui qui est le plus instable, sa largeur naturelle, c'est grand gamma. Et cet état excité est couplé donc, à l'état psi-C, à l'état couplé, par un couplage qui est proportionnel à kappa. En fait, quand je mets correctement les normalisations des états, je trouve racine de 2 kappa. Ce couplage de l'état excité à l'état psi-C, eh bien, on a vu ensemble tout à l'heure que ça confère une largeur naturelle à l'état fondamental psi-C, ici, donc cette superposition symétrique de G1 et de G2. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'on pouvait rendre compte de cette largeur naturelle par la règle de Fermi. C'est l'élément de Risso carré de kappa carré divisé par la largeur naturelle grand gamma de l'état auquel on est couplé. Bien. Alors, si l'atome est rigoureusement à vitesse nulle, si je n'ai absolument pas de désaccord Raman, on s'arrête là. L'état non couplé, lui, est complètement immunisé de toute émission spontanée. Mais si je ne suis pas à la résonance Raman exactement, à ce moment-là, eh bien, je prétends que j'ai un couplage entre l'état psi-NC et l'état psi-C, et ce couplage va donner une certaine largeur à l'état NC. C'est précisément ça qui est responsable de l'émission de photons au voisinage de V égale 0. Ici, le fait que
que je n'ai pas V égale 0 sur un segment, mais simplement en un point. Donc, ce qui m'intéresse, c'est au voisinage de ce point, la largeur qui apparaît au voisinage de ce point. Donc, question, quel est ce couplage-là entre l'état psi C et psi NC? Eh bien, ce couplage, c'est simplement le désaccord Raman delta. Ce désaccord Raman, quand il n'est pas nul, fait qu'un atome initialement préparé dans l'état psi NC, il ne va pas y rester. Il va évoluer vers l'état psi C, puis revenir vers l'état psi NC. Je vais avoir une oscillation de Rabi entre psi C et psi NC, et ça, c'est assez simple à comprendre. Si je n'ai pas exactement la résonance Raman, ça veut dire que l'énergie de l'état G1, mesurée en delta 1, n'est pas exactement égale à l'énergie de l'état G2, qui vaut delta 2. Donc, quand je prépare l'état G1 moins G2, cette chose-là va évoluer avec un puissance moins I delta 1T sur H bar, ici. Celui-là va évoluer avec un puissance moins I delta 2T sur H bar. Donc, je vais avoir, au bout d'un certain temps, un déphasage entre la composante sur G1 et la composante sur G2, ce qui fait que le signe moins que j'avais initialement va se transformer en un signe plus au bout d'un certain temps, puis va revenir un signe moins, etc. Donc, je vais avoir une oscillation de l'état non couplé vers l'état couplé, comme ça, liée au fait que je ne suis pas exactement à la résonance Raman. Donc, les calculs sont faits dans les notes, hein, mais ce que je veux, c'est simplement que vous compreniez d'où ça vient, ça. Après, quand on fait le calcul précisément, donc on trouve que le couplage, c'est effectivement delta, il n'y a pas de facteur numérique qui vient se mettre. Ce qui veut dire que quand mon delta n'est pas nul, quand j'ai un désaccord Raman, quand je ne suis pas exactement à la résonance Raman, eh bien, j'ai une largeur naturelle pour l'état NC qui apparaît, qui est simplement l'élément de matrice au carré, donc delta 2, divisé par la largeur dont je pars ici, à savoir gamma C. Donc vous voyez cette hiérarchie de couplage, l'état E contamine l'état couplé via la pulsation de Rabi kappa, et l'état couplé contamine l'état psi NC via le désaccord Raman. Et comme ce désaccord Raman, dans la configuration que je considère, il est simplement l'effet Doppler KV, eh bien je trouve que gamma NC varie comme KV carré. Et c'est ça le point important auquel je voulais arriver. Je déduis aussi comment ça va avec la puissance laser, mais le point le plus important, c'est comment ça va avec la vitesse. Je déduis de ça que ce que j'ai ici, c'est une loi en V carré. En V égale 0, je suis à la résonance Raman, aucun photon spontané, mais dès que je m'écarte, eh bien, j'ai de l'émission spontanée qui apparaît, j'ai une certaine largeur naturelle de mon état psi NC, et la forme du trou ici est quadratique en vitesse. Et la puissance du laser, qui intervient, la pulsation de Rabi, me permet d'ajuster la courbure au voisinage du fond de ce minimum. Bien, ça c'était un premier point. Deuxième point que je voulais étudier, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà de l'approximation semi-classique. Cette approximation semi-classique, ça a consisté à dire j'attribue une vitesse V à mon atome indépendamment de son état interne, fondamental G1, G2 ou état excité. Si je veux aller au-delà, il faut que je sois un petit peu plus précis, il faut que je traite quantiquement le degré de liberté associé au mouvement du centre de masse de l'atome, donc il faut que la vitesse soit un paramètre de mon état quantique de mon atome. Alors c'est ce que j'ai fait ici, toujours dans ce point de vue d'un système en lambda. Ici, je repère à la fois l'état interne de l'atome, donc je dis l'atome est dans l'état interne excité, et il y a la vitesse V. Et quand l'atome est dans l'état excité à la vitesse V, eh bien, il peut être couplé à deux états, l'état G1 avec la vitesse V plus VR, ou l'état G2 avec la vitesse V moins VR. VR, je vous rappelle ce que c'est la vitesse de recul, hein, H bar K sur M. Et effectivement, quand je suis dans l'état G1 avec la vitesse V plus VR, si j'absorbe un photon, comme ce photon vient de la droite, eh bien, la vitesse de l'atome passe de V plus VR à V, et donc je suis effectivement couplé à EV. Et puis de la même façon, G2 V moins VR, avec ce faisceau laser qui vient de la gauche, me couple effectivement à EV. Donc, ce qu'on voit apparaître quand on prend en compte le mouvement du centre de masse de l'atome de manière quantique, eh bien, c'est une notion de famille. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'on a des familles fermées qui apparaissent, des familles de dimension 3, dans lesquelles je repère donc la famille par un indice petit v, et cet indice petit v, il apparaît donc dans la vitesse, exactement dans la vitesse de l'état excité, et puis il apparaît dans la vitesse de l'état G1 et la vitesse de G2, mais en ajoutant plus VR ou en soustrayant VR. Et une famille est stable vis-à-vis de l'évolution cohérente, vis-à-vis de l'hamiltonien que j'avais écrit tout à l'heure, c'est-à-dire vis-à-vis des phénomènes absorption-émission stimulée. La seule chose qui me permet de passer d'une famille à l'autre, d'une famille V à une famille V', c'est l'émission spontanée. Puisque si je suis dans l'état excité avec une vitesse V et que je fais une émission spontanée, eh bien là, le photon émis spontanément emporte une impulsion aléatoire, donc je tombe ensuite dans un état G1 ou G2 avec une vitesse V' que je ne connais pas. Donc on a
on dégage ici l'idée que finalement, ce n'est pas très compliqué de faire ce traitement qui va au-delà du traitement semi-classique, de faire ce traitement quantique, ce n'est pas très compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est remplacer la vitesse v naïve qu'on avait tout à l'heure par un indice de famille, f de v, et dire que cet indice de famille, c'est ce qui change quand j'ai une émission spontanée. Et donc, dans ce formalisme-là, on voit tout de suite quel va être l'état noir que j'avais appelé v égale 0 tout à l'heure. L'état noir que j'avais appelé v égale 0 tout à l'heure, eh bien, c'est en fait l'état non couplé de la famille v égale 0, et c'est donc plus précisément l'état qui est la superposition d'être dans l'état fondamental G1 avec la vitesse plus v recul, et dans l'état fondamental G2 avec la vitesse moins v recul. Donc le vrai état noir, c'est ça. C'est l'état où je précise la vitesse associée à G1 et la vitesse associée à G2. C'est une superposition des deux, avec plus VR et moins VR. Ces deux états ont la même énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est donc 1,5 de mVr carré, donc le signe plus et le signe moins n'importe peu. Donc c'est un état qui est complètement stable vis-à-vis de l'évolution par énergie cinétique. Et ces deux états, G1 plus VR et G2 moins VR, sont couplés au même état excité, E,0, d'impulsion nulle. Donc voilà. Donc, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, qui était en termes semi-classiques, se reformule en termes vraiment quantiques, pourvu qu'on parle de ces familles et donc qu'on parle de cet état noir-là. Bien, alors, est-ce que ça marche, ça, sur le plan expérimental? Eh bien, la réponse est oui. On va passer les expériences en revue en deux étapes. Donc là, c'est la première étape, étape à une dimension. La réponse est oui, ça marche bien. Ce sont des expériences qui ont été faites tout au début de la manipulation d'atomes par laser, dans les années 87-88, à l'école normale. C'était par Alain Aspect, Nio Arimondo et avec Claude Cohen-Tanucci. Et les expériences portaient sur des atomes d'hélium portés dans l'état métastable. Donc, via une décharge, on préparait des atomes dans l'état 2 triplé S1 et on opérait sur la transition 2 triplé S1, 2 triplé P1. Alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Simplement, si vous vous rappelez la nomenclature des états atomiques que j'avais développée la dernière fois, ça nous dit qu'on part d'un état de moment cinétique 1 comme état fondamental et on va vers un état de moment cinétique 1 comme état excité. Donc on est dans le cas d'une transition JG égale 1, JE égale 1, comme celui que je détaillais il y a quelques minutes. On se place à une dimension. On verra tout à l'heure comment ça se passe à 2 et 3 dimensions. Et on éclaire l'atome avec ces deux faisceaux lumineux, sigma plus et sigma moins. Et ce qui est agréable, c'est que dans cette configuration-là, eh bien, grâce au pompage optique, on se retrouve automatiquement avec un système en lambda après quelques émissions spontanées. Alors je l'explique parce que ça ne saute pas aux yeux. Quand vous prenez une transition JG égale 1, donc moment cinétique 1 pour l'état fondamental, moment cinétique 1 pour l'état excité, et que vous l'éclairez en lumière sigma plus et sigma moins, eh bien, ce que vous voyez, c'est que vous avez en fait deux sous-systèmes qui se forment. Un premier sous-système qui est le système en lambda. Je pars de moins 1 ici, j'absorbe un photon polarisé sigma plus et je fais une émission stimulée de ce photon polarisé sigma moins. J'arrive dans m égale 1 ici, donc je couple moins 1 à 1 via le m égale 0 qui est là-haut. Et puis si je pars de m égale 0, eh bien, j'ai un système en V, comme ceci, où je couple le m égale 0 du bas au m égale m égale moins 1 du haut et le m égale plus 1 du haut. Et ces deux systèmes donc, sont couplés via l'émission spontanée. Bien, ce que je prétends, c'est qu'après quelques émissions spontanées, on se retrouve uniquement dans le système en lambda, et ça, c'est assez clair. Pourquoi? Eh bien, partons du système en V. Supposons qu'initialement, l'atome soit préparé dans l'état m égale 0, ici, fondamental. L'atome va pouvoir absorber un photon et passer ici, ou absorber un photon et passer là. Quand il est là-haut, par exemple, il peut retomber par émission spontanée, soit ici, et à ce moment-là, il se retrouve dans le système en lambda, soit là, et puis à ce moment-là, il repart pour un nouveau cycle, soit celui-ci, soit celui-là, et puis avec toujours les deux options. Maintenant, si l'atome est dans le système en lambda, donc il est ici, donc il peut absorber un photon et monter dans l'état excité, et à ce moment-là, comment est-ce qu'il peut retomber? Il peut retomber soit vers le moins 1, soit vers le plus 1, soit vers le 0. Mais je vous ai dit tout à l'heure que cette transition 0-0 est interdite, parce que le coefficient de Clapeyron vaut 0. Donc l'atome ne peut pas en fait quitter le système en lambda. Une fois qu'il est dans le système en lambda, il y reste. Donc soit il y est déjà au départ et tout va bien, soit il est dans le système en V au départ, et après quelques émissions spontanées, il tombe dans le système en lambda, via cette transition spontanée-ci ou celle-là, et après, il est piégé là-dedans. Donc, gratuitement, si je puis dire, alors qu'on part d'un système un petit peu compliqué avec 6 états internes,
on se retrouve avec le système en lambda, 3 états internes seulement, G1, G2, et puis l'état excité, grâce à l'émission spontanée. Bien, alors, une fois qu'on a compris ça, donc on peut faire l'expérience. Donc l'expérience faite en 1988 était faite de la manière suivante. Donc on avait un jet d'hélium métastable, donc préparé dans l'état triple S1, comme je l'ai dit. Ce jet d'atomes métastables sortait d'une source avec une certaine divergence, et on l'éclairait transversalement par cette paire d'ondes, sigma plus, sigma moins. Et ce qu'on espère donc, c'est que via les processus d'absorption et d'émission spontanée qui vont faire la marche au hasard de l'atome, comme je l'ai décrite, eh bien, les atomes vont s'accumuler dans l'état noir. Donc on espère que les atomes vont s'accumuler dans l'état noir, dont je vous ai dit que quand on prenait correctement en compte le mouvement de l'atome, c'était en fait pas vraiment un état à V égale 0, c'était une superposition de G1 avec plus la vitesse de recul et de G2 avec moins la vitesse de recul. Et puis un signe moins pour garantir l'interférence destructive des probabilités d'excitation. Donc, si vous dites j'ai cet état-là et je fais une mesure de la vitesse atomique, qu'est-ce que vous attendez à trouver? Eh bien, vous attendez à trouver deux vitesses possibles, soit plus VR, soit moins VR. Ces deux vitesses, d'ailleurs, sont corrélées à l'état interne, mais dans l'expérience, on ne va pas mesurer l'état interne, on va se contenter de mesurer la vitesse atomique, donc on doit s'attendre à trouver plus VR ou moins VR. Eh bien, l'expérience a parfaitement marché, elle a exactement donné ça. C'est-à-dire que voici le résultat. Donc, en pointillé, vous avez la distribution de départ. Donc, cette distribution de départ, c'est vous baladez ici un détecteur et vous mesurez donc le profil d'éclairement par les atomes à une distance de l'ordre du mètre, ici, de 1 mètre de la source, et vous trouvez quelque chose qui est assez large. Et puis, si vous branchez ces faisceaux lumineux sigma plus et sigma moins, si vous favorisez donc l'apparition de cet état noir, cette accumulation d'atomes dans cette superposition ici, eh bien, vous voyez apparaître une distribution de vitesse à 2 pics. La distance entre ces 2 pics, c'est exactement 2 fois la vitesse de recul. Bon, là, c'est l'impulsion, donc c'est 2 fois h bar k. Donc ici, vous avez l'impulsion nulle, et puis ici, vous avez moins h bar k, ici, vous avez plus h bar k. Donc ça, c'est exactement ce qu'on attend si les atomes s'accumulent dans cet état noir-là. Et on constate que ça correspond bien à un refroidissement, puisqu'on a effectivement plus d'atomes dans ces classes de vitesse après qu'avant. Avant, c'était la courbe en pointillé, et après, eh bien, j'ai accumulé les atomes dans cet état-là. Donc, ce n'est pas simplement un filtrage, c'est vraiment une accumulation d'atomes grâce à cette marche au hasard qui a fait tomber les atomes par chance dans l'état noir. Et chaque pic a une largeur nettement subrecul, donc on a bien rempli notre cahier des charges, on a fait un refroidissement qui était en dessous de la limite du recul. Bien, alors, ayant ça, maintenant, je vous propose d'approfondir un petit peu et d'établir des lois d'échelle pour ce refroidissement subrecul. Comment est-ce que ça marche, ça, quand on varie d'une part la dimension de l'espace des vitesses à refroidir, 1D, 2D, 3D. Je vous propose de regarder aussi, montrer que c'est important d'avoir un refroidissement auxiliaire qui va limiter l'excursion maximale de la vitesse de l'atome. Et puis, on va regarder aussi l'influence de la forme du trou d'excitation. On a vu ensemble que ce trou d'excitation était en V carré pour un état non couplé. Plus généralement, on peut dire que ce trou d'excitation, on peut le prendre sous la forme en V puissance alpha, et j'aimerais qu'on regarde ensemble l'influence de cet exposant alpha qui apparaît ici. Alors, je voudrais dire aussi que c'est un problème qui est hautement non trivial. Essayer de trouver ces lois d'échelle en fonction de la dimension de l'espace, en fonction de l'exposant alpha, en fonction éventuellement d'un refroidissement auxiliaire qui va limiter la vitesse de l'atome. C'est vraiment hautement non trivial. Il y a un livre entier qui a été écrit sur ce problème par François Bardou et al., le et al. Étant Claude Cohen-Tanucci, Alain Aspect et Jean-Philippe Bouchot. Donc, je ne vais pas résumer un livre entier en 20 minutes, ça c'est pas possible. Je vais simplement m'intéresser à un cas possible, parmi beaucoup, qui est peut-être le cas le plus pertinent pour les expériences actuelles. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vraiment vers ce livre, c'est un très joli livre, il y a de la très belle physique dedans, des très belles mathématiques également. Donc il n'est pas question pour moi de dire tout ce qu'il y a dans ce livre dans le cours d'aujourd'hui. C'est juste vous donner envie d'aller le voir si ce sujet vous intéresse. Alors je vous propose de modéliser le taux d'excitation de l'atome assez simplement pour ne pas se lancer dans des calculs trop compliqués. Donc le taux d'excitation de l'atome, gamma de V, donc la probabilité que l'atome émette des photons en fonction de sa vitesse. Je reviens à un raisonnement semi-classique ici, on a vu comment passer au raisonnement plus quantique quand on en a besoin.
Je modélise de la façon suivante. Je suppose que ce gamma de V s'annule en V égale 0, ça c'est toujours l'idée de ces états noirs. Je suppose qu'il croît de part et d'autre de V égale 0 si je suis à une dimension, mais ce sera vrai à quelle que soit la dimension, jusqu'à une valeur V0, et puis à partir de V0 il est constant, donc il est plat ici, à une valeur petit gamma 0. Donc si vous voulez, je définis ici ce que je vais appeler une zone sombre, pour laquelle gamma de V varie en loi de puissance V puissance alpha, donc c'est ça la zone sombre, entre moins V0 et plus V0, ou plus généralement module de V inférieur à V0, et puis une zone brillante, où là l'atome diffuse beaucoup de photons ici, avec un taux gamma 0 si V est plus grand que V0. Et puis je vais supposer que j'ai des murs dans l'espace des vitesses, c'est-à-dire que je vais limiter l'excursion de mon mouvement brownien de ma vitesse à une certaine position, parce que sinon ça ne va jamais marcher dès qu'on va passer à 2D ou 3D. Donc autant le dire tout de suite, si je ne mets pas des murs, ça ne va pas le faire. Donc je mets des murs, et ces murs, pour simplifier, je les mets à la vitesse de recul. Donc j'admets que j'ai un mécanisme de refroidissement que je ne précise pas, Doppler ou Sisyphe, ou ce que vous préférez, mais qui empêche ma vitesse d'aller trop loin vers les vitesses positives ou vers les vitesses négatives. Voilà. Donc la position exacte des murs, ce n'est pas très important. Je la mets à recul pour simplifier l'analyse. Mais si jamais je la mettais ailleurs, à 2 V recul, 3 V recul, ce serait juste des facteurs multiplicatifs dans les lois d'échelle qu'on va trouver ensemble. Donc, on a l'image suivante. Donc, j'ai remis ici le taux d'excitation. Je l'ai tourné de pi sur 2. J'espère que ça ne va pas vous donner un torticolis. Donc maintenant, le taux d'excitation varie comme ça et la vitesse varie comme ça. J'ai fait ça parce que maintenant, je veux faire apparaître la vitesse en fonction du temps. Donc, vous trouvez les murs ici en plus VR et en moins VR, la zone grise ou la zone sombre qui est là. Et donc, un type de trajectoire donné dans l'espace des vitesses, c'est le suivant. J'ai ma vitesse, donc, qui vaut une certaine valeur pendant un certain temps, et puis l'atome saute, change de vitesse par un recul aléatoire. Donc ici, j'ai un taux gamma 0 pour absorber des photons, donc j'absorbe un photon, émission spontanée, la vitesse change, puis elle change encore. Là, l'atome tombe dans la zone grise, donc là, il va pouvoir rester un petit peu plus longtemps, parce que le gamma de V est réduit, donc c'est pour ça que cette barre ici est plus longue que les précédentes. Et puis, il finit par en ressortir, donc il revient dans la zone brillante, il reste un temps court, puis un temps court. Là, il retombe dans la zone grise, là, il est tombé proche de V égale 0, donc il y reste vraiment longtemps, et puis il ressort, etc. Donc, on a cette idée de marche au hasard dans l'espace des vitesses, avec le fait que quand la particule est à la zone brillante, elle reste un temps court, de l'ordre de 1 sur gamma 0, sur chaque classe de vitesse visitée, et que quand la particule tombe par chance sur une classe de vitesse qui est dans la zone sombre, ici, eh bien, il y reste plus longtemps, il y reste un temps qui est 1 sur gamma de V, et comme gamma de V tend vers 0 au voisinage de V égale 0, eh bien, 1 sur gamma de V peut tendre vers l'infini, donc peut être très grand. Voilà. Donc ce temps de séjour diverge quand V s'approche de 0. Bien, alors, une première chose que j'aimerais regarder, c'est la distribution des temps de séjour dans la zone sombre. Je vais supposer, pour simplifier, que j'arrose uniformément cette zone sombre. C'est-à-dire que quand l'atome tombe dans la zone sombre, il vient de la zone brillante, il vient d'ici ou de là, il émet un photon qui, par chance, le fait arriver dans la zone sombre, eh bien, je vais dire que toutes les classes de vitesse ont la même probabilité d'être alimentées par ce processus d'émission spontanée. Donc je prends une distribution de vitesse P de V qui est simplement 1 sur la largeur de la zone sombre de V0. Maintenant, quelle est la probabilité de séjourner dans cette zone sombre? Donc pour ça, je vais dire que quand l'atome tombe dans la zone sombre, il y reste un temps 1 sur gamma de V. Alors ça, c'est une approximation. En fait, le temps qui reste, c'est une variable aléatoire, c'est une loi exponentielle, de moyenne 1 sur gamma de V. Mais pour me simplifier la vie, je vais supposer qu'il y reste un temps rigoureusement égal à 1 sur gamma de V. Je pourrais prendre en compte le fait que c'est une variable aléatoire, ça ne changerait rien au résultat final. Là encore, je vous renvoie au livre de Bardou et al. Pour la démonstration rigoureuse. Donc, je dis que l'atome reste un temps tôt dans la zone sombre, et la probabilité que l'atome reste un temps tôt, c'est simplement la loi P de taux, donnée par P de taux des taux égale P de V dV, plus précisément P de V plus P moins P de V dV, avec cette relation entre taux et la vitesse. Ça, c'est ce que je vous ai déjà donné tout à l'heure, c'est l'inverse de 1 sur gamma de V. Et quand vous différenciez ça, eh bien, vous trouvez que P de taux est de la forme 1 sur taux puissance 1 plus 1 sur alpha. C'est-à-dire que si je prenais alpha égale 2, une courbure quadratique ici, ce qu'on a vu ensemble pour les états noirs, ça varie comme V carré, eh bien, vous trouvez que P de taux varie comme 1 sur taux puissance 3,5.
Alors ça, c'est une loi statistique pas triviale, hein, parce que c'est une loi statistique avec des ailes très très larges. Elle est normalisable, mais c'est tout juste. Hein, donc c'est une loi statistique pas évidente à manipuler, on va le voir. Si vous faites la même chose à 3D, eh bien à ce moment-là, la loi d'alimentation, vous allez dire que vous alimentez de manière uniforme une boule de rayon V0 quand vous tombez dans la zone sombre. Donc vous avez un P de V dV en prenant en compte les jacobiens qui est en V carré sur V0 cube. Et le P de taux qui était en 1 sur 1 plus alpha à 1D devient 1 plus 3 sur alpha à 3D. Alors je vous dis, cette loi en 1 sur taux puissance 3,5 qu'on vient de trouver pour les états noirs à 1D, c'est une loi non triviale. Et c'est une loi non triviale qui donne naissance à des statistiques qui ne sont pas les statistiques habituelles, c'est-à-dire que la loi des grands nombres à laquelle on est habitué ne s'applique pas. Les statistiques qui apparaissent sont des lois statistiques de Lévy. Et un moyen assez simple de s'en convaincre, c'est de se dire, donnons-nous un temps t donné. Pendant ce temps t donné, eh bien, l'atome va tomber à n reprises dans la zone sombre, taux 1, taux 2, enfin 1 de n, et il va y passer un temps taux 1, taux 2, taux n. Et je m'intéresse à la quantité du temps total passé dans la zone sombre sur un intervalle de temps donné. Donc la somme taux 1 plus taux 2 plus taux n. D'habitude, quand vous faites une somme comme ça, vous faites une somme de grand N variables aléatoires indépendantes, et si la valeur moyenne de cette variable aléatoire est bien définie, eh bien vous savez que quand vous prenez la somme de grand N variables aléatoires indépendantes, eh bien la valeur moyenne de la somme, enfin plutôt ce que donne une réalisation donnée de la somme, c'est n fois la valeur moyenne de chacune des variables, plus une fluctuation en racine de n. C'est la loi des grands nombres qui nous dit ça. Dans le cas qui nous intéresse ici, ce n'est pas du tout possible de dire ça parce que la valeur moyenne taux ici n'existe pas. Je vous dis, cette loi-là, elle est tout juste, elle est marginalement normalisable, et la valeur moyenne de taux, elle n'est pas définie, puisque la valeur moyenne de taux, ça ferait prendre l'intégrale de taux puissance 1,5 en infini, et ça ne converge pas. Donc j'ai une loi ici pour laquelle la valeur moyenne de taux n'est pas bien définie, donc la loi habituelle des grands nombres ne va pas s'appliquer. Et pour le dire différemment, ce qu'on va trouver, c'est que la Tn, la somme ici des grands n variables aléatoires, ce n'est pas du tout quelque chose qui va être en racine de n, ça va être dominé par quelques événements pour lesquels l'atome va rester très très longtemps dans la zone sombre. Et plutôt que de faire un long discours, je vous montre une simulation faite par Bardou et al. On voit exactement ça. Donc ça, c'est une simulation numérique du refroidissement tel qu'on l'a vu ensemble, là, où vous avez donc l'impulsion de l'atome en fonction du temps. Donc là, c'est des temps qui sont considérables, hein, des temps qui approchent le million de gamma-1. À l'échelle atomique, ça fait à peu près une seconde. Et ce que vous voyez, c'est que sur une échelle de temps comme ça, eh bien, plus de la moitié du temps, ici, est passé dans un seul des événements, un seul des éléments de cette somme tau n, ici. L'atome est resté très longtemps au voisinage de V égale 0, et puis il a fini par repartir. Donc là, on est clairement dans un système où, bien qu'il y ait eu un très très grand nombre de sauts, eh bien, il y a un saut qui a dominé tous les autres. Et c'est la raison pour laquelle on a ça, eh bien, c'est parce qu'on a des lois statistiques qui apparaissent dans ces résonances noires qui sont hautement non triviales, comme je disais, qui sont ces lois de Lévy, avec ces ailes très prononcées des distributions des temps de séjour dans la zone sombre. Bien, alors, allons un petit peu plus loin. Cherchons à comprendre la forme attendue pour la distribution en vitesse. Est-ce que je vais réussir avec ça à accumuler beaucoup d'atomes au voisinage vraiment immédiat de V égale 0 ? Pour ça, je vais introduire encore une zone que je vais appeler zone noire. Alors, je reprends mon taux d'excitation de mon atome en fonction de la vitesse. Donc, vous avez le mur ici dont j'ai parlé. Ça, c'est pour empêcher mon mouvement brownien de s'en aller trop loin de l'origine. J'ai ma zone brillante où le taux vaut gamma 0. J'ai la zone sombre où j'ai cette loi de puissance ici pour le taux d'excitation. Et je vais introduire donc cette zone noire, au voisinage immédiat de V égale 0, et je vais le faire de la manière suivante. Je vais me donner un temps t donné d'expérience. D'accord ? Donc la zone noire va dépendre du temps t. Je me donne un temps t donné et je définis la zone noire comme étant la classe de vitesse V à 10t telle que t est égal à 1 sur gamma. En d'autres termes, ce que j'appelle zone noire, c'est une zone dans laquelle le temps de séjour est supérieur au temps d'expérience. Donc je sais que si un atome est tombé dans cette zone noire, à un moment donné de mon expérience, eh bien, il y est certainement encore à la fin de l'expérience, parce que le taux de départ
enfin le temps qu'il faut pour quitter cette zone noire est plus long que le temps que je me suis donné de l'expérience. Donc cette zone noire va avoir sa largeur diminuée quand le temps d'expérience va augmenter. Ce n'est pas une zone intrinsèquement définie, c'est une zone qui dépend du temps que vous choisissez pour votre manip. Bien, alors ma question que je vais me poser, c'est combien est-ce que j'ai d'atomes dans cette zone noire? C'est ça qui va compter. Donc si j'essaie de deviner la forme de la distribution, là encore on peut s'appuyer sur des simulations pour justifier cette forme, eh bien on s'attend à quelque chose comme ça. On s'attend à un arrosage uniforme de la zone noire, donc quelque chose qui est plat ici. On s'attend à un nombre de particules non nulles dans la zone brillante, ici, entre V0 et VR. Et puis, je raccorde à la main ce qui se passe donc, entre la zone noire, ici, et puis la zone brillante là. Donc ça, c'est la zone grise, mais pas noire, où j'ai quelque chose qui est décroissant. Et donc la question que je me pose, finalement, c'est quelle est la fraction d'atomes refroidis, quelle est la fraction d'atomes qui se trouve dans la zone noire? Zone noire, je vous rappelle, définie en fonction du temps d'expérience comme V0 divisé par gamma 0t puissance 1 sur alpha. C'est donc défini, et comme je l'ai dit tout à l'heure, probabilité de partir de la zone noire petite, enfin inférieure à 1 pendant toute la durée de l'expérience. Bien, alors, allons-y. Comment est-ce que je vais évaluer le nombre d'atomes dans la zone noire? Eh bien, ce que je vais dire, c'est qu'un atome qui est dans la zone brillante, il tente sa chance régulièrement pour rentrer dans la zone noire. À chaque fois que l'atome est dans la zone brillante, qu'il émet un photon, il y a une certaine probabilité de rentrer dans la zone noire. Cette probabilité, c'est, si je me mets à 3 dimensions pour fixer les idées, c'est un rapport de deux volumes, c'est le rapport du volume de ma boule correspondant à la zone noire, donc boule de rayon VT, volume en VT cube, et puis le volume total occupé par mes atomes quand ils sont dans la zone brillante, qui est la vitesse de recul, puisque j'ai mis un mur à la vitesse de recul, VR. Donc la probabilité à chaque saut, c'est ce VT sur VR au cube. Maintenant, en un temps t donné d'expérience, si les atomes sont restés tout le temps dans la zone brillante, je néglige ceux qui sont passés dans la zone sombre sans être allés dans la zone noire. Là encore, c'est une approximation, mais je ne veux pas passer trop de temps quand même. Eh bien, donc, si je dis que l'atome était dans la zone brillante tout le temps, ils ont fait gamma 0t tentative, puisqu'ils font une tentative tous les temps, 1 sur gamma 0. Donc, probabilité totale, je somme les probabilités. Probabilité totale, c'est la probabilité petit p par tentative qui est écrite ici, fois le nombre de tentatives qui est écrit là. Donc je me retrouve avec le produit de quelque chose qui est linéaire en t, ici, fois quelque chose qui est en vt au cube, qui est écrit là. Vt, je vous ai dit comment il varie avec le temps t, il varie comme t puissance 1 sur alpha. Donc je me retrouve avec une probabilité totale de succès pour un atome d'arriver dans la zone noire, c'est 1 moins 3 sur alpha. Et là, je peux conclure de deux choses l'une, ou bien cet exposant est positif, ou bien il est négatif. S'il est positif, c'est gagné. S'il est positif, c'est gagné, ça veut dire que cette probabilité va augmenter avec le temps, donc je vais, bien que la taille de la zone noire elle-même diminue, je vais accumuler de plus en plus d'atomes dans cette zone noire, et donc je vais avoir un vrai refroidissement subrecul, à 3 dimensions. En revanche, si l'exposant ici est négatif, eh bien, c'est perdu. Si l'exposant est négatif, je vais pouvoir avoir de manière transitoire des atomes dans la zone noire, mais ça ne va pas perdurer. C'est-à-dire que la taille de la zone noire diminue trop vite avec le temps, ici, par rapport à la manière dont je l'alimente. Et malheureusement, c'est ça qui se passe pour les résonances noires à 3 dimensions. Si vous regardez plus précisément, donc je dis que 1 moins 3 sur alpha, ce sera perdu si 1 moins 3 sur alpha est négatif, donc si alpha est plus petit que 3. Et je vous ai dit aussi, on l'a vu ensemble, on l'a démontré, que alpha, la courbure de ce taux d'excitation ici, au voisinage de 0, variait comme V carré. Donc avec quand on travaille par état noir, comme j'ai alpha égale 2, eh bien, je ne vais pas pouvoir, au temps très long, accumuler beaucoup d'atomes dans la classe de vitesse nulle, en dépit du fait que j'ai mis des murs dans l'espace des vitesses, en dépit du fait que j'ai limité le mouvement brownien. Eh bien, la taille de ma zone noire diminue trop vite par rapport à la vitesse à laquelle j'excite ces classes. Bien, donc ça c'est, je dirais, une conclusion un petit peu triste, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que les manips ne vont pas marcher, et je vais vous en donner un exemple à 2 dimensions. Les manips vont pouvoir marcher, mais elles vont marcher simplement de manière transitoire. Je ne vais pas pouvoir utiliser ça pour, à temps long, accumuler une fraction appréciable des atomes, 15-20%, dans cette petite classe de vitesse de la zone noire ici. Donc les manips, eh bien, je vous dis, elles ont été faites à 2D et 3D. Donc ça, c'est un petit peu plus récent, ça a été fait 7-8 ans après les manips à 1D. Donc ça a été fait, là encore une fois, à l'école normale, par Alain Spey, Michel Leduc et Claude Cotanucci. Donc,
qu'est-ce que ça donne? Ben là, je donne juste un exemple. Je vous ai dit qu'à une dimension, on trouvait 2 pics. L'état noir, quand je reprenais en compte le caractère quantique du mouvement atomique, était composé de 2 pics en plus ou moins la vitesse de recul. Eh bien, quand vous passez à 2D, vous allez éclairer votre atome avec 4 ondes, et vous allez avoir 4 pics, donc en plus ou moins VR selon l'axe X et plus ou moins VR selon l'axe Y. Si vous passez à 3 dimensions, vous aurez 3 paires d'ondes, et vous aurez 6 pics, plus ou moins VR selon les 3 axes de l'espace. Donc ça marche très bien. Voici un exemple de manip faite à 2D. J'ai donné les références pour les manips à 3D dans les notes, où là, donc, les 4 faisceaux étaient dans un plan horizontal. On faisait de manière transitoire la résonance noire, et ensuite on laisse tomber les atomes, on fait un temps de vol, et on regarde où sont les atomes après temps de vol, et on voit que les atomes se sont accumulés donc, dans une superposition de 4 pics qui correspondent à ces 4 tâches-là, là c'est la figure expérimentale. Donc on a bien eu de manière transitoire accumulation d'atomes dans cet état noir. Encore une fois, ce que je vous ai prouvé la diapositive précédente, c'est qu'on ne peut pas espérer, surtout à 3D, faire perdurer ça indéfiniment. Mais de manière transitoire, on arrive à avoir un refroidissement tout à fait appréciable. C'est ce que vous voyez ici. Et pour vous convaincre, encore une fois, que c'est bien un refroidissement, il y a superposé en pointillé le profil de départ. Et donc, ça, c'est un des pics, c'est une coupe sur un des pics ici. On voit bien que le nombre d'atomes sur ce pic est plus grand que ce qu'on avait au départ. Donc, j'ai bien eu accumulation d'atomes de manière transitoire dans ce pic. Et le pic est clairement subrecul. La largeur du pic, c'est de l'ordre du quart de la vitesse de recul. Donc, on a bien quelque chose qui est extrêmement froid. Voilà. Donc, ça, c'est donc ce refroidissement par état noir, ce qu'on appelle le piégeage cohérent de population, cette fabrication d'états non couplés, superposition de G1 et de G2. Bien, dans les 10-15 minutes qui restent, je voudrais aborder un deuxième mécanisme. Ça va être beaucoup plus court. Ça va être beaucoup plus court parce qu'en fait, la plupart des choses importantes sur les lois d'échelle, eh bien, je les ai déjà dites. Tout ce que j'ai dit sur le refroidissement par état noir va rester valable pour ce deuxième mécanisme. Mais ce deuxième mécanisme, vous allez voir, est d'une manière plus flexible que le refroidissement par état noir, parce qu'au lieu de compter sur la nature pour nous fabriquer l'état noir, eh bien là, c'est nous qui fabriquons nous-mêmes et on peut le faire en changeant un petit peu plus de paramètres. Donc cette ombre sur mesure, comme je l'appelle, c'est le refroidissement Raman. Alors ce refroidissement Raman, il a été proposé et mis en place au départ à Stanford par Steve Chu et son élève Mark Kazevich. Et ça va utiliser encore un système en lambda, au moins dans sa version de base, toujours 2 états fondamentaux G1, G2, un état excité E. Mais là, au lieu de compter, comme je le disais, sur une interférence destructive pour fabriquer l'état noir, eh bien, on va fabriquer soi-même son état noir en sculptant la manière dont on excite cet atome. Donc, on va envoyer des pulses lumineux sur l'atome. Donc, ces pulses lumineux sont caractérisés par des impulsions, par des fréquences de Rabi kappa1 et kappa2 qui dépendent du temps. Et en choisissant correctement la manière dont ces impulsions kappa1 et kappa2 dépendent du temps, en choisissant de manière correcte aussi les désaccords delta 1 et delta 2, eh bien on va aller chercher, on va aller sélectionner les classes de vitesse qu'on excite et celles qu'on n'excite pas. Alors, la manière dont ça se passe en 2 étapes. Donc là, c'est l'étape 1 que je vous décris. Je pars donc d'une distribution initiale où j'ai mis tous les atomes dans l'état G1, et j'ai donc la distribution en vitesse de mes atomes dans l'état G1, qui est cette courbe bleue là. Et je n'ai aucun atome dans l'état G2, initialement. Et on va donc appliquer ce pulse, cette impulsion laser qui va créer une transition Raman, qui va faire basculer les atomes de l'état G1 vers l'état G2 de manière cohérente. Et ça, on va le faire donc en ajustant correctement, je vous dis, la forme du pulse. Je vous dirai dans un instant comment faire ça plus précisément. Mais disons que là, on se débrouille pour faire en sorte que les atomes qui étaient initialement en état G1 avec une vitesse négative, ici, eh bien, ils absorbent un photon qui vient de la gauche, ils font une émission stimulée dans le faisceau qui vient de la droite, donc ils vont gagner 2 h bar k dans cette direction-ci. Donc je vais aller prendre des atomes qui en sont à cette vitesse négative ici, et je vais les mettre là, donc à une vitesse moins négative. Voilà. Donc ça, c'est un processus, encore une fois, qui est purement cohérent. C'est décrit par un Hamiltonien, il n'y a pas de dissipation là-dedans. Je me suis contenté finalement de convertir quelque chose qui était
bien connu, qui était uniquement dans l'état G1 avec toutes les classes de vitesse, donc quelque chose qui est réparti à la fois sur G1 et G2 de manière sélective en vitesse. Bien. Deuxième étape, c'est de la dissipation. Il faut bien que j'ai de la dissipation quelque part, ça je reviendrai là-dessus dans le dernier cours, mais on pressent qu'il faut quand même avoir de la dissipation quelque part pour avoir un vrai refroidissement. Et cette dissipation, c'est un processus de pompage optique qui va impliquer l'émission spontanée d'un photon. Et ça, ça consiste simplement à ramener les atomes de l'état G2 vers l'état G1 en envoyant un faisceau lumineux résonnant avec la transition G2E. Les atomes passent dans l'état E, peuvent émettre un photon. De là, soit ils tombent sur G1, soit ils tombent sur G2. S'ils tombent sur G2, ils retentent leur chance, etc. Et ils finissent bien par tomber sur G1. Donc, ce deuxième processus, qu'est-ce que ça fait? Donc je pars de ça après le pulse Raman, j'ai pris mes atomes dans l'état G2, et le repompage, ça consiste à prendre ces atomes qui sont là et à les faire revenir vers G1. Ça, je peux le faire avec un gain d'impulsion moyen nul. Il y a un certain élargissement, mais la pulsion moyenne peut ne pas changer. Et donc, ma distribution en vitesse finale, après ce cycle, passage par un pulse Raman de G1 vers G2 et repompage de G2 vers G1, c'est une distribution qui peut avoir l'allure suivante, pour le dire schématiquement. J'ai le trou que j'ai créé ici par le premier pulse, et puis ensuite, ça, c'est la bosse que j'obtiens par le processus de pompage optique de G2 vers G1. Et puis ensuite, l'idée, c'est de recommencer avec une autre classe de vitesse. Je peux aller piocher une classe de vitesse qui est là, ou qui est là, ou qui est là, ou celle-ci. Et faisant ça, j'essaie de ramener le plus possible d'atomes vers le centre. Alors, je résume tout ça avant de vous dire comment ça marche en pratique. Donc, il y a, comme je l'ai dit, deux étapes. Une première étape qui est un processus cohérent, sans dissipation, que je caractérise par un couplage effectif de G1 vers G2 kappa de T. Ça, c'est donc le couplage Raman à deux photons, qui est le produit kappa1, kappa2 divisé par le désaccord. Et ensuite, le processus dissipatif. Alors, si on veut voir plus en détail la classe de vitesse qui est concernée, là encore, les calculs sont faits dans les notes, mais je vous dis en 2 mots en quoi ça consiste. Si je me limite à une excitation faible, donc une limite perturbative, donc ce n'est pas ce que j'ai représenté ici, là, ce n'est pas très perturbatif, puisque là j'ai pris tous les atomes qui étaient en G1 ici, et je les ai tous mis à G2. Mais si je me limite à quelque chose de perturbatif, à ce moment-là, on peut montrer que la probabilité d'exciter une classe de vitesse V, ça prend proportionnel à la transformée de Fourier, enfin plutôt le module carré de la transformée de Fourier du pulse kappa de T, enfin, la pulsation de Rabi associée au pulse kappa de T. Transformée de Fourier prise à la fréquence oméga égale 2 fois l'effet Doppler KV. Donc, pour se donner un profil d'excitation donné, on décide du kappa de oméga qu'on veut et on en déduit le kappa de T qu'on doit produire. Voilà, donc ça c'est la manière dont on procède. Donc finalement, toute la question c'est quels sont les bons pulses à prendre. Et concernant ces bons pulses à prendre, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Les premières manips, les manips faites à Stanford, dans le groupe de Chu, ont consisté à prendre des pulses qu'on appelle des pulses de Blackman. Alors, la fonction de Blackman, c'est une fonction qui est utilisée en apodisation en électronique en particulier. C'est une fonction qui est écrite ici. C'est une combinaison linéaire de cosinus 2πt et cosinus 4πt, donc une combinaison linéaire de première harmonique et de deuxième harmonique, plus un terme constant. Et ce pulse de Blackman, il a le bon goût de décroître très vite dans l'espace de Fourier. C'est pour ça qu'on l'utilise comme fonction d'apodisation. Donc je voulais dessiner ici, c'est des courbes que j'ai extraites de la thèse de Jacob Reichel, donc c'était il y a quelques années maintenant. Jacob, c'était sa thèse, en fait, ces manips-là sur le côté ENS. Donc voici à quoi ressemble le pulse dans l'espace des temps, ici. Donc vous voyez, il est nul en dehors d'un segment de largeur tau. Et quand vous prenez sa transformée de Fourier de ce pulse, voici sa transformée de Fourier. Donc ça, c'est dans l'espace des oméga ou dans l'espace des vitesses, puisque je vous ai dit que ce qu'il fallait, c'était prendre la valeur de la transformée de Fourier au point kV. Donc dans l'espace des vitesses, c'est un pulse qui va exciter là toutes les vitesses entre moins 5 et plus 5. Et comme je le disais, c'est un pulse qui est très bien localisé dans l'espace de Fourier. Pour s'en convaincre, vous tracez la transformée de Fourier, mais en échelle logarithmique. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a 6 ordres de grandeur en fait, entre la partie centrale ici et puis les ailes. C'est-à-dire que si vous allez au-delà de plus ou moins 5 V recul dans cette unité-là, vous avez 6 ordres de grandeur, autant dire que vous n'excitez absolument pas les atomes qui sont là et là. Donc ça, c'est assez commode parce que ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir sculpter votre distribution dans l'espace des vitesses de manière très fiable. Vous savez les classes de vitesse que vous excitez, vous savez celles que vous n'excitez pas. Et ça, comme j'ai dit, il faut le répéter pour différentes classes de vitesse. Donc voilà les classes de vitesse affectées dans l'expérience
de Stanford en 1992. Donc, c'était des expériences à une dimension. Donc, vous avez ici l'espace des vitesses. Ce que vous voyez ici, c'est simplement la transformée de Fourier du pulse. Donc, ce pulse-là que vous voyez, il va exciter les vitesses entre moins 10 et moins 5, celui-ci entre moins 8 et moins 4, etc. Vous avez des pulses qui sont très longs en temps, donc très étroits en fréquence, qui excitent les classes de vitesse très proches de zéro. Mais attention, vous faites toujours très attention de ne pas exciter la vitesse nulle. Donc, c'est ça qui va jouer le rôle de l'état noir dans ces manips, c'est de ne jamais exciter V égale 0. Et donc avec ça, eh bien, les chercheurs de Stanford et aussi le groupe de Christophe Salomon dans un piège ont obtenu des résultats tout à fait intéressants. À 1D, on fait des distributions de vitesse de l'ordre de 0,2 V recul. À 3D dans l'espace libre, ça ne marche pas très bien, mais ça, c'est relié au problème que je vous ai signalé tout à l'heure, que les lois d'échelle ne sont pas très favorables. À 3D dans un piège, c'est pas mal. On a pu descendre en dessous de la vitesse de recul, à 0,65 V recul. L'idée de travailler dans un piège, c'est qu'en fait, on refroidit une seule direction, mais comme les atomes sont piégés et qu'ils oscillent dans le piège, eh bien, il y a un mélange ergodique qui fait qu'en ne refroidissant qu'une seule direction, eh bien, en fait, au bout du compte, grâce à l'oscillation de l'atome dans le piège, les trois directions de l'espace sont affectées par le refroidissement. Autre pulse à choisir, et c'est ma dernière diapositive avant de conclure, c'est un pulse carré. Ça a été mis en œuvre à l'école normale, dans le groupe de Christophe Salomon. Et ça, à première vue, on se dit « Oh, c'est pas très bon, ça de prendre un pulse carré », parce qu'on sait tous que quand on prend un carré dans l'espace des temps, eh bien, on a plein de lobes qui apparaissent dans l'espace de Fourier. Le transfert de Fourier d'un carré, c'est un sinus cardinal. Donc on se dit « Oh là, c'est mauvais, tous ces lobes, ça va exciter plein de classes de vitesse indésirables ». Mais on peut être rusé et se débrouiller pour toujours, en dépit du fait qu'on prend un pulse carré avec des lobes, pour toujours prendre le premier minimum ici à la vitesse nulle. Donc si on se débrouille pour toujours bien choisir la durée du pulse en accord avec son désaccord pour que la vitesse nulle soit toujours au minimum du sinus cardinal, puis à ce moment-là, le pulse carré est tout à fait adapté à ce refroidissement ramant. C'est ce qui est représenté ici en coordonnées logarithmiques. Et en prenant prenant toujours cette condition-là, eh bien on arrive à avoir, là encore, un taux d'excitation très très faible, voire nul pour la classe de V égale 0, donc à une dimension, accumuler vraiment beaucoup d'atomes dans cette classe de vitesse. Et là, vous avez un résultat obtenu par Christophe et son équipe dans les années 95-96, par là, où vous partez d'une distribution qui est représentée ici, et vous avez un refroidissement vraiment subrecul, ici un pic très étroit. Je crois que ça, c'est le record absolu de tous les refroidissements qui ont été étudiés. Vous avez un delta V sur V qui est à 1/10 quasiment de la vitesse de recul. Ce refroidissement par pulse carré, donc qui, pourvu qu'on choisisse bien ces pulses carrés, est vraiment très, très confortable, marche très bien, a été généralisé à 2D assez récemment, il y a une dizaine d'années au NIST, où ils ont obtenu encore quelque chose qui était bien subrecul. À ma connaissance, il n'a jamais été essayé à 3 dimensions sur les atomes libres. C'est une chose qui pourrait être faite. Voilà. Donc on trouve, au NIST, ils ont trouvé 0,4 V recul à peu près. Voilà, donc il est temps de conclure. La conclusion, c'est, je dirais, le message principal de ce cours, c'est que finalement, on a vu des méthodes subrecul, là, avec cette idée de se fabriquer une obscurité sur mesure. On a vu des méthodes qui sont très performantes à 1D, que ce soit avec des états noirs, donc des superpositions cohérentes qui n'absorbent pas, ou avec le refroidissement ramant. On a pu atteindre des échelles de vitesse extrêmement basses. V recul sur 10, si c'était des manips faites sur atome de césium, ça fait des températures de 3 nanokelvin seulement. C'est en fait plus froid que la plupart des expériences qui mettent en jeu des refroidissements par évaporation. Et ces refroidissements par évaporation durent plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes. Ça, c'est fait en 1 milliseconde. Ça. Donc c'est vraiment des méthodes très puissantes et qui donnent des températures extrêmement basses comparées à tout ce qu'on sait faire par ailleurs. Le passage à 3 dimensions sur des atomes libres, eh bien, je dirais, il est délicat. On a vu qu'on a des lois d'échelle qui sont défavorables. Au moins, si la loi d'obscurité est en V carré, on ne peut pas espérer que ça accumule à très long terme une fraction appréciable des atomes. En revanche, le cas des atomes piégés semble nettement plus prometteur. Il y a eu des manips qui étaient, comme je l'ai dit, qui marchaient bien dans les années 95-2000, aussi bien à Stanford qu'à Paris. Ces manips ont atteint des densités dans l'espace des phases de l'ordre de 10-3. Alors 10-3, vous me direz, ce n'est pas génial, on n'est pas encore à la dégénérescence quantique. La dégénérescence quantique, il faut avoir une densité dans l'espace des phases de 1 au moins. Donc on n'y est pas à dégénérescence quantique, mais on est quand même 1000 fois plus dense dans l'espace des phases que le piège magnéto-optique, donc c'est quand même pas si mal.
Et puis, quand on regarde rétrospectivement, on se dit que les atomes qui étaient essayés, aussi bien à Stanford qu'à Paris dans ces années-là, ce n'étaient pas forcément les meilleurs atomes. C'était des atomes qui mettaient en jeu le sodium dans son niveau hyperfin F égale 2, qui mettaient en jeu le césium dans son niveau hyperfin F égale 4. Et ça, c'est des atomes dont on sait très bien que de toute façon, ils ont tellement de collisions inélastiques qu'on ne sait pas les condenser, même par des techniques d'évaporation. Donc, c'est des manips qui n'ont pas conduit à la condensation de Bose, mais on ne sait pas les condenser de toute façon, ces atomes-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment une marge de manœuvre là, reprendre ces manips-là avec des atomes dont on sait qu'ils condensent bien, typiquement le rubidium, et puis tirer parti évidemment de toute la connaissance qui a été accumulée maintenant sur ces lois d'échelle pour choisir les bons mécanismes. Donc, moi, je dirais que c'est sûrement un sujet qui mériterait d'être revisité, pour parler franglais, à la lumière de tout ce qu'on sait maintenant, à la fois sur la physique statistique du problème et puis sur la physique atomique et moléculaire du problème, les collisions inélastiques qui peuvent prendre place. Voilà, je m'arrête ici. Je vous rappelle qu'on a un séminaire dans un quart d'heure par Francesca Ferlaino et je vous remercie pour votre attention.